Ah, vous êtes revenu? C'est gênant. La maison n'est plus vraiment à vous maintenant. C'est avec cette phrase, lancée d'un ton léger, comme si elle me parlait d'une tarte trop cuite, que la femme de mon fils m'a accueillie. Devant la porte de ma maison, un sac de course à la main, un filet d'haricots verts encore humide sur le trottoir. Je suis restée immobile, comme si mes jambes venaient d'oublier leur fonction. Je reconnaissais la façade, je reconnaissais la glycine qui descendait le long du mur, je reconnaissais même la petite fente dans la pierre, faite par Jacques en 1987, quand il avait voulu déplacer le pot de géraniums. Tout était pareil. Tout. Sauf la serrure. Une serrure brillante, métallique, fraîchement posée. Une serrure que je n'avais pas choisie. Une clé que je n'avais jamais vue. Un geste que personne ne m'avait demandé. Un vol silencieux, propre, froid. Je me suis entendue murmurer, comme une femme qui se parle pour ne pas tomber. Où est ma clé? Elle a haussé les épaules. Oh, on a dû changer. Pour la sécurité. Vous savez, dans le quartier, il y a eu des cambriolages, et puis, vous n'êtes pas toujours très réactive à tout ça. Réactive. Le mot a claqué dans l'air comme une gifle. Elle parlait de moi, comme si j'étais une vieille chose, mal adaptée au monde moderne, une présence encombrante, une habitante optionnelle. Dans ma propre maison, je n'ai pas crié, je n'ai même pas bougé. Je suis restée plantée au pied de ma porte, avec ce sac de course qui soudain semblait peser des tonnes. Ce n'est pas seulement l'humiliation qui m'a frappée, c'est la précision du geste, la planification, le fait qu'elle avait pris le temps et le pouvoir de changer les serrures sans même avertir mon fils. Ou peut être avec lui. Je ne savais plus. J'ai regardé la poignée, puis la clé suspendue à son porte-clés, comme un trophée minuscule. Elle m'a ensuite lancé, d'un ton presque jovial, « Entrez si vous voulez. Je suis là ce matin. J'attends le notaire à 11h. » Le notaire. Mon cœur a fait un bond sec. Une inquiétude sourde s'est glissée dans mes veines. Le notaire? Pourquoi le notaire? Elle a souri. Un sourire qui ne contenait aucune chaleur, juste une satisfaction discrète. Oh, pour formaliser 2 à 3 choses. Vous verrez demain matin. On vous expliquera tout. Demain matin, un rendez-vous sans moi, pour ma maison et mon avenir. Une décision en coulisses, une décision prise dans mon dos. Je me suis sentie glisser, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Elle s'est tournée pour entrer, puis s'est arrêtée net sur le seuil, me regardant avec un mélange d'impatience et de supériorité. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, votre ancienne clé ne fonctionne plus. Il faudra vous habituer. C'est plus simple comme ça. Simple. Pour qui? J'ai respiré profondément, tentant de contenir la vague glacée qui montait dans ma poitrine. Dans la cuisine, à travers la fenêtre, je voyais ma table, celle que Jacques avait vernie la veille de notre anniversaire de mariage. Je voyais ma nappe, celle que j'avais achetée à Arles. Je voyais ma tasse, toujours posée sur l'égouttoir à droite. Tout était comme avant, mais quelque chose venait de mourir. Ma place, mon rôle, mon droit, ma dignité. Je suis restée devant la maison quelques secondes encore. L'air sentait l'hiver et la trahison. Une phrase revenait en boucle dans ma tête, comme un tonnerre calme. Elle a changé les serrures. De quel droit? La réponse était simple, terriblement simple. Elle avait osé, parce qu'elle croyait que je n'oserais pas me défendre, parce qu'elle pensait que j'étais seule, vieille, fatiguée, utile seulement pour remplir ses cases, faire tourner son foyer, accepter sans discuter. Mais elle se trompait lourdement, car si j'avais été fragile la veille, ce matin-là, face à cette serrure brillante, posée comme une humiliation propre, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pas la colère, pas la vengeance, la lucidité froide, des femmes qu'on croit soumises, mais qui n'oublient jamais leur maison, leurs droits, leur nom. Je me suis retournée lentement, j'ai serré mon sac de course contre moi, et j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas encore où j'allais. Je savais seulement ceci. Demain matin, elle m'expliquerait tout. Mais moi, j'allais me préparer, car une femme qu'on chasse de sa propre maison ne revient jamais les mains vides. On croit toujours que ce sont les serrures qui protègent une maison, mais ce n'est pas vrai. Ce sont les souvenirs,
Ce sont les gestes, ce sont les années déposées comme des couches de peinture invisibles. Sur chaque mur, chaque marche, chaque carreau fissuré. C'est pour cela que le choc avait été si violent. Elle n'avait pas seulement changé une serrure. Elle avait tenté d'effacer tout ce que j'avais vécu ici. J'ai racheté cette maison avec Jacques il y a 43 ans. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Juste 2 salaires modestes, un enfant de 3 ans, déjà trop curieux pour son âge, et un rêve presque naïf. Avoir un endroit à nous. Je revois encore la première visite. La porte grinçait tellement qu'on aurait dit qu'elle criait « Faites demi-tour ». Le jardin était en friche, les murs défraîchis, le papier peint décollé par endroits. Moi, j'avais vu un chantier. Jacques, lui, avait vu une vie. Il m'avait pris la main et m'avait murmuré « Ce sera notre maison. Tu verras. On va la remettre debout. Comme nous. » Je n'avais que 29 ans et j'y avais cru de toutes mes forces. Nous avons tout refait nous-mêmes. La cuisine, où j'ai passé tant d'heures à faire mijoter des potées en hiver. Le parquet du salon, qu'on avait sablé ensemble, couchés par terre comme 2 enfants qui auraient découvert un trésor. La chambre d'Alain, que j'avais peinte en bleu, parce que c'était sa couleur préférée quand il avait 4 ans. Il m'avait dit « Maman, le bleu, c'est comme le ciel, on peut rêver dedans. » Je crois que j'ai encore un morceau de ce bleu, quelque part dans un tiroir, comme une relique. Mais surtout, il y avait la porte d'entrée. La première porte, celle dont elle a fait changer la serrure. Cette porte, c'est Jacques qui l'avait réparée, poncée, repeinte. Il avait posé une petite plaque en laiton, qu'il avait lui-même gravée. Maison Le Maire 1982. Je me souviens encore de la journée où il l'a fixée. Il transpirait, il râlait parce que la vis ne voulait pas s'aligner, et puis quand il a enfin réussi, il m'a regardé en souriant, avec cette fierté discrète qu'il avait toujours. Voilà, maintenant, on est vraiment chez nous. Chez nous, c'était le premier endroit où je m'étais sentie ancrée dans le monde. Une maison simple, mais pleine de chaleur. Une maison pas parfaite, mais vivante. Une maison où Alain avait fait ses premiers pas, ses premières colères, ses premières chutes. Une maison où Jacques avait bu son dernier café, avant de partir ce matin-là, où il n'est jamais revenu. Sa tasse est encore là, dans la cuisine, la même tasse blanche, au bord légèrement ébréché, celle dont je n'ai jamais eu le courage de me séparer. Après la mort de Jacques, la maison a changé de respiration. Elle n'a pas perdu son âme. Elle a juste perdu sa voix. J'ai continué à y vivre, à y respirer, à y pleurer parfois, mais aussi à y rire de nouveau, doucement, à travers les années. Je m'y sentais protégée. Pas par les murs, pas par la serrure, par sa mémoire. C'était la seule chose qui me faisait encore me sentir entière. Alain, lui, a grandi, a quitté la maison, a rencontré Claire, puis Sophie des années plus tard. Je n'ai jamais cherché à m'imposer. Je voulais qu'il soit heureux. Je voulais simplement qu'il sache que la maison serait toujours là, pour lui, pour nous, comme un phare. Alors oui, quand j'ai vu cette serrure neuve, quand j'ai vu cette clé que je n'avais pas, j'ai compris que quelque chose venait d'être trahi. Ce n'était pas qu'un accès refusé. C'était un lien rompu, un fil arraché. On ne change pas la serrure d'une maison qui a traversé 40 ans de vie, sans prévenir celle qui y a mis son cœur. On ne change pas la serrure d'un souvenir, d'un mariage, d'une promesse gravée sur une plaque en laiton. Et on ne change surtout pas la serrure d'une femme qu'on croit fragile, sans provoquer chez elle. Une force qu'on aurait préféré ne jamais réveiller. En marchant ce matin-là, les larmes me montaient, pas par faiblesse, mais parce que je me souvenais. Je me souvenais de Jacques en train de rire dans le jardin. Je me souvenais d'Alain courant pieds nus sur l'herbe. Je me souvenais de mes mains tachées de peinture, de mes épaules fatiguées mais fières. Je me souvenais de la vie, et c'est précisément à cause de ces souvenirs que je savais une chose. Je n'allais pas laisser quelqu'un fermer ma maison pour moi, pas sans se battre, pas sans comprendre, pas sans reprendre ce qui m'appartient. Le lendemain matin, elle devait tout m'expliquer, mais j'avais passé ma vie à tenir cette maison debout. Ce n'était certainement pas l'épouse de mon fils qui allait me la retirer en tournant simplement une clé. Les humiliations, je m'en suis rendu compte trop tard, ne crient jamais. Elles chuchotent d'abord, elles se glissent dans les phrases,
dans les gestes, dans les silences qui s'allongent. Elle commence toujours par des détails que l'on ignore, parce qu'on veut croire que ce n'est rien, parce qu'on aime nos enfants, parce qu'on refuse de voir l'ombre se former, alors qu'on espère encore la lumière. Le premier signe est arrivé l'été dernier. Un jour où je suis rentrée un peu plus tôt que prévu, Sophie était dans ma cuisine. Pas la sienne, pas une cuisine de location, non, ma cuisine, celle où mes mains avaient préparé 30 ans de repas. Elle avait ouvert les placards, réarrangé mes bocaux, déplacé mes épices, comme si tout cela lui appartenait déjà. Quand elle m'a vue, elle n'a même pas semblé gênée. « Oh, je range un peu. Vous avez une façon de classer les choses. Un peu datée. Je remets juste au propre, comme si c'était sale avant elle, comme si mon ordre n'était pas un ordre, comme si ma manière d'exister était dépassée. » J'ai souri, faiblement, mais j'ai souri, parce qu'on sourit toujours pour éviter l'orage, parce qu'on veut croire qu'elle veut aider. Je n'ai rien dit. J'ai eu tort. Quelques semaines plus tard, un matin, elle m'a lancé en riant. Il faudrait penser à faire un double des clés, au cas où vous les perdriez. À votre âge, ça arrive vite. J'ai senti quelque chose se fissurer, mais je n'ai pas répondu. Je me suis dit qu'elle plaisantait, qu'elle ne réalisait pas. Mais si, elle réalisait parfaitement, et chaque mot était posé comme un clou silencieux. Puis il y a eu les discussions sur la maison. Au début, c'était Alain qui glissait quelques mots. « Tu devrais penser à simplifier, maman. Tu es seule, maintenant. La maison est grande. Simplifier. » Toujours ce mot qui tue les existences discrètes dans leur coin. Je me disais, il s'inquiète. Il veut mon bien. Alors j'écoutais. Je ne voyais pas le piège. Pas encore. Puis c'est devenu moins subtil. Sophie a commencé à dire, « Une maison, c'est une responsabilité. Et vous savez, nous, on pourrait s'en occuper plus facilement que vous. Plus facilement que vous. » Elle ne parlait plus de m'aider. Elle parlait déjà de prendre la main. J'ai senti la glace monter dans mon ventre. Mais Alain, lui, hochait la tête. Peu. Être par amour. Peu. Être par faiblesse. Peu. Être parce qu'il avait commencé, sans s'en rendre compte, à considérer sa femme comme la nouvelle propriétaire de ma vie. Puis, il y a eu le soir du dîner. J'avais invité tout le monde. Un repas simple, ma façon à moi de rassembler la famille. Sophie avait regardé ma table, ma nappe, ma vaisselle, mon vieux service en faïence, que Jacques m'avait offert. Et elle avait lâché. Ce style, c'est un peu rétro. Dans votre maison, il faudrait moderniser un peu. Ça donne un air triste. Et puis ça fait vieillot. Dans votre maison. Pas chez vous. Pas chez Denise. Votre maison. Le possessif froid, administratif, objectif. Un mot qui efface le cœur. Alain n'a rien dit. Pas un mot. Le silence qui cautionne. J'ai servi le repas. J'ai ri quand il fallait rire. J'ai raconté 2 anecdotes et tout le monde a dit « Oh oui, Denise, comme c'est drôle ». On riait poliment de ma présence, comme on rit d'un souvenir qui n'a plus d'impact. Moi, j'essayais de cacher que j'avais senti la table se dérober sous mes mains. Et puis il y a eu cette phrase, un soir d'automne, qui aurait dû me réveiller. Sophie a dit devant Alain, « De toute façon, vous finirez par venir habiter chez nous. C'est plus simple pour tout le monde. La maison, eh bien, on verra plus tard. On verra plus tard. Pas je verrai avec vous, pas on verra ensemble. Non, on verra, entre eux, parce que dans leur esprit, je n'étais déjà plus que l'habitante temporaire d'une maison qui avait été la mienne, ma fierté, ma bataille, ma mémoire. Ma place se réduisait à un fauteuil, à un rôle, à une présence utile. Les signes étaient là, tous, alignés, évidents. Mais les mères veulent tellement croire qu'on les respecte encore, qu'elles acceptent l'inacceptable. En souriant, en se taisant, en s'excusant. J'ai fermé les yeux, je me souviens de ce moment. Dans le salon, le feu crépitait doucement, le chat dormait près du radiateur. Et pourtant, au milieu de cette scène tranquille, j'ai senti pour la première fois que quelqu'un était déjà en train de m'ôter la clé de ma propre vie. Ce n'était pas encore la serrure changée. Non, c'était pire. C'était cette impression grandissante que je dérangeais dans ma maison,
que je devais demander la permission d'exister, que je devais être reconnaissante, qu'on me tolère dans ce lieu que j'avais pourtant construit. La serrure ne serait que la dernière étape, la dernière pierre, après un long travail de préparation, un travail précis, glacial, patient. Le changement de serrure, je le comprends maintenant, avait commencé, bien avant la clé. Le lendemain matin, je suis revenue devant ma maison avant l'heure du rendez-vous. La pluie de la nuit avait laissé une odeur de terre mouillée, et la façade semblait plus froide que d'habitude, comme si elle se rétractait sous la main de quelqu'un d'autre. J'avais dormi à peine 3 heures, le cœur battant, la tête pleine de souvenirs et de doutes, mais aussi d'une nouvelle forme de vigilance, une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La voiture du notaire s'est garée à Dix 55. Une berline noire, brillante, d'un professionnalisme presque menaçant. Quelques minutes plus tard, Sophie est sortie de ma maison, comme si elle en était propriétaire depuis toujours. Elle avait une chemise cartonnée beige entre les mains, une chemise que je ne connaissais pas, mais je savais d'instinct que ce qu'elle contenait pouvait changer le cours de ma vie. Elle ne m'a pas salué. Elle a simplement levé la tête, surprise que je sois là si tôt. « Vous êtes déjà là ? Le rendez-vous, c'est à 11 heures. Je croyais que, enfin, que vous préféreriez venir après. » Après. Après quoi ? Après qu'il m'ait expliqué ce qu'ils avaient préparé sans moi, j'ai senti ma mâchoire se tendre. « Je suis chez moi, Sophie. Je viens quand je veux. » Sa bouche s'est crispée, mais elle n'a rien répondu. Le notaire s'est approché, mal à l'aise d'être pris dans quelque chose qui dépassait largement une simple formalité administrative. « Bonjour, Madame le maire. Je ne m'attendais pas à vous voir. Nous allions justement... » Je l'ai coupé. « J'aimerais savoir ce que contient la chemise que Madame tient dans ses mains. C'est un document me concernant, je suppose ?» Le notaire a échangé un regard avec Sophie. Un regard court, nerveux, révélateur. Un regard qui disait tout. Sophie a serré la chemise contre elle. C'est juste une proposition de réorganisation. Pour simplifier les choses, vous savez, pour l'avenir, ce sont des questions de gestion, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Simplifier. Encore ce mot qu'ils utilisaient pour m'effacer. J'ai tendu la main. Donnez-moi ça. Tout de suite. Elle a reculé d'un pas. Ce n'est pas nécessaire. Vraiment. Je me suis avancée. Lentement, très lentement, comme une femme qui a retrouvé son axe. Si cela me concerne, cela m'appartient. Alors vous allez me le donner. Maintenant. La tension était palpable. Le notaire, gêné, a finalement pris la chemise, des mains crispées de Sophie, et me l'a tendue sans un mot. Mes doigts tremblaient légèrement. Lorsque j'ai ouvert la chemise, à l'intérieur, plusieurs documents soigneusement imprimés. Un projet de procuration bancaire, dans lequel mon nom était relégué en bas, presque en note de bas de page. Une proposition de donation anticipée, où la maison apparaissait. Mon adresse, ma vie, ma mémoire, accompagnée d'une phrase qui m'a glacée. Transfert de gestion et usage simplifié. Au bénéfice du couple Alain, Sophie M. Transfert de gestion et d'usage de ma maison à eux, sans moi. Je n'ai pas respiré pendant quelques secondes. Puis j'ai tourné la dernière page. Et là, j'ai compris. Il y avait une clause indiquant que la maison pourrait être mise en vente, dans un souci d'optimisation et de simplification familiale. Je relisais encore et encore les mots. Simplification familiale. C'était donc ça. Voilà où menaient leurs petites remarques, leurs critiques, leur aide, leurs discussions sur la modernisation, sur les clés doubles, sur le fait que la maison est grande pour vous. Voilà où menaient les sourires de Sophie, ses phrases douces mais tranchantes, sa présence envahissante dans ma cuisine. Il voulait me retirer ma maison, me retirer le dernier lieu où existait encore une trace de Jacques, me retirer ce que mes mains avaient construit pendant 40 ans, pas après ma mort. Non, maintenant, et sans même m'en parler dignement, ma vision s'est brouillée. Je ne sentais plus mes pieds. J'ai dû m'asseoir sur le petit muret en pierre. Le notaire s'est approché, inquiet. « Madame le maire, je suis désolé. J'ai été contacté pour formaliser une intention, mais je pensais que vous étiez informé. » J'ai fermé les yeux. Informé. On voulait m'informer. Après coup, le lendemain matin, j'aurais dû entendre l'injustice,
juger et décider sans moi. Sophie a tenté un sourire crispé. Vous savez, ce serait plus simple pour tout le monde. On veut juste organiser l'avenir. Ce n'est qu'un document. Ne dramatisez pas. Je l'ai regardé, lentement, avec cette lucidité froide que seules les femmes blessées profondément retrouvent un jour. Ce n'est pas un document, c'est une trahison. Et c'est le dernier geste que vous faites dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, je ne vous fais plus confiance, ni à vous, ni à Alan. Ses lèvres ont pâli, elle a voulu répondre. Je me suis levée avant elle. Ne touchez plus jamais à mes papiers, ni à mes serrures, ni à ma vie. Vous m'avez assez volé. Je me suis détournée, la chemise contre ma poitrine. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. Ce jour-là, à 11h12 exactement, quelque chose s'est cassé définitivement en moi. Mais dans ce même instant, quelque chose d'autre s'est construit. Ma décision. Le notaire a murmuré. « Madame, si vous le souhaitez, nous pouvons tout annuler immédiatement. » Je l'ai regardé. « Oui. Et ensuite, je vous demanderai de m'aider à protéger juridiquement tout ce qui m'appartient. » La guerre silencieuse venait de commencer, et j'étais prête. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis allongée, puis relevée, puis rassis. Mon esprit tournait sans fin autour des mêmes mots. Transfert, gestion, simplification familiale. Ils résonnaient dans ma tête, comme une mauvaise chanson qu'on n'arrive plus à faire taire. Sauf que celle-ci n'avait rien d'inoffensif. Elle signifiait qu'on avait tenté de me déposséder. De ma maison, de mon histoire, de ma place dans ma propre vie. Je n'arrivais pas à comprendre comment on en était arrivé là. Comment Alain, mon fils, celui que j'avais élevé, protégé, encouragé, avait pu laisser cela se produire. Ou peut-être même l'avait-il souhaité? Je ne savais plus, et cette incertitude était pire que tout. Je me suis assise au bord du lit, et j'ai allumé ma petite lampe. La lumière jaune a dessiné une ombre tremblante sur le mur. J'ai ouvert mon carnet, le vieux carnet à couverture noire, dans lequel j'écris chaque fois que je sens que ma voix risque de s'étouffer. J'ai noté. Ils ont changé la serrure. Ils ont tenté de prendre la maison. Il n'y a plus de doute. Je dois me protéger. En écrivant, j'ai senti une sorte de vertige. Celui d'une femme qui réalise soudain qu'elle a été naïve trop longtemps. J'ai pensé à Jacques. Souvent, dans les moments difficiles, je parle à sa mémoire comme à un compagnon invisible. Je lui ai murmuré « Tu te rends compte, Jacques? La maison. Notre maison, il voulait la vendre comme s'il s'agissait d'un meuble trop encombrant. » J'ai senti une chaleur dans ma gorge, puis une larme. Je ne pleurais pas de douleur, mais de lucidité. C'est toujours ainsi. Avant de se relever, il faut voir la vérité dans toute sa dureté. Et je la voyais. Je repensais à tous les signes, les petites remarques, les clés, les critiques, les simplifiais répétés comme une incantation. Je compris que rien n'avait été improvisé. Même si Alain se croyait innocent, Sophie, elle, avait le plan depuis longtemps. Une stratégie douce, à la surface, mais tranchante en profondeur. Et j'avais accepté, par gentillesse, par amour, par peur de déranger. Puis une phrase m'a frappée, une phrase que j'avais déjà lue quelque part. Les femmes de mon âge ne sont pas écrasées par la méchanceté, mais par les petites renonciations qu'elles s'imposent à elles-mêmes. J'ai compris que j'avais trop renoncé, à ma place, à ma voix, à mes frontières, à mes droits. J'avais laissé mon fils et sa femme prendre trop d'espace dans ma vie, jusqu'à tenter de prendre ce qui m'était le plus cher. Alors quelque chose d'autre est né en moi. Pas de la colère. La colère est bruyante, et moi je ne suis pas bruyante. C'était du calme, un calme tranchant, celui des femmes qui ne se laisseront plus jamais écraser. Je me suis levée. J'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre. La rue était silencieuse, baignée par l'éclairage public. On entendait seulement le bruit lointain d'une voiture. J'ai posé ma main sur la vitre froide, et j'ai soufflé. Ça suffit. Ils m'ont sous-estimé. Ils pensent que je vais me laisser faire. Ils pensent que je suis vieille, fatiguée, affaiblie. Ils ne comprennent pas qu'à mon âge, on ne craint plus rien. On ne dépend plus de personne. Et on n'a plus peur de défendre ce qui est à nous. Je me suis retournée, regardant la chambre autour de moi. Elle n'était pas grande, mais cette nuit-là,
Elle est devenue le lieu précis où j'ai cessé d'être une victime. Je n'avais pas la force physique d'une jeune femme, mais j'avais autre chose. La mémoire, l'expérience et la dignité. Et ces trois choses sont plus puissantes que n'importe quelle serrure changée. J'ai repris mon carnet, j'ai écrit un dernier paragraphe, lentement, comme une promesse. Demain, je ne me laisserai pas expliquer ma vie. Demain, c'est moi qui reprendrai la clé. Puis j'ai refermé le carnet, avec un calme étrange. Il n'y avait plus de tremblement, plus de vertige. Il y avait juste une femme qui avait enfin décidé de se relever. Je me suis recouchée. Cette fois, je me suis endormie presque immédiatement, parce que la peur était partie, et que quand la peur s'en va, le reste, la dignité, la lucidité, la force, revient occuper l'espace qu'elle avait pris. Et cette nuit-là, dans la pénombre silencieuse de ma chambre, je suis devenue quelqu'un d'autre, une femme qui ne laisserait plus jamais personne tourner une clé dans son dos. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était pas de la colère, ce n'était plus de la peur, c'était une direction, un axe, une ligne intérieure qui disait « Protège-toi, prépare-toi, agis ». Je me suis levée, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon carnet noir et j'ai inscrit 3 mots en lettres capitales. Protéger, récupérer, bloquer. Ces 3 mots allaient devenir mon plan. Protéger, reprendre le contrôle immédiat. La première chose que j'ai faite, ce fut d'appeler ma banque. J'ai marché jusqu'au petit square au coin de la rue, là où les bruits d'enfants donnaient du courage. « Bonjour, Madame le maire. Que puis-je faire pour vous ?» Je respirais profondément. Je veux bloquer toute procuration, toute autorisation externe, toute modification de mes comptes. Seule ma présence physique doit permettre un changement. Un silence. Puis la conseillère répondit « C'est déjà bloqué depuis hier soir. Vous vous êtes présenté en agence ?» Je me suis figée. « Non, je n'ai rien fait. » Elle reprit hésitante. Pourtant quelqu'un a tenté de déposer une procuration. Mais l'opération a été refusée car la signature ne correspondait pas. Nous avons tout verrouillé ensuite. La signature ne correspondait pas. Donc quelqu'un avait essayé de signer à ma place. Quelqu'un comme Sophie. Mon sang s'est glacé, mais je n'ai pas flanché. Très bien, merci. Maintenant laissez une note formelle dans mon dossier. Je suis la seule signataire autorisée. Aucune procuration n'est à établir, sauf sur demande écrite et signée de ma main. Je m'en occupe immédiatement. J'ai raccroché. Je serrai mon téléphone si fort que mes doigts devinrent blancs. Ce n'était donc pas une paranoïa. Ce n'était pas une mauvaise intuition. C'était un fait juridique. Ils avaient essayé de me remplacer. 2. Récupérer. Rassembler mes preuves, mes documents, ma vérité. Je suis rentrée chez moi. Enfin, chez moi, devant ma maison, où je devais désormais frapper pour que quelqu'un m'ouvre. J'ai évité la confrontation. Je ne voulais ni cri ni drame. Je voulais agir, pas réagir. Quand Alain a ouvert la porte, surpris, je lui ai simplement dit « Je dois récupérer certains papiers. Je ne resterai pas longtemps. » Il a hésité, puis m'a laissé passer. Je suis montée directement à l'étage, où je gardais mes dossiers, testament, acte de propriété, assurance, relevé bancaire, et surtout la facture originale de la maison achetée en 1982 avec Jacques. Je les ai mis dans une pochette grise, celle qui avait toujours servi pour les documents importants. Mon cœur battait vite, mais pas de peur, d'efficacité. Je mis également dans la pochette la chemise beige que Sophie avait fait préparer, celle du notaire, comme preuve de ce qu'ils avaient tenté de faire. Puis je suis descendue. Sophie était dans la cuisine. Elle me fixait, les bras croisés, une crispation dans la mâchoire. « Vous prenez quoi, exactement ?» Je me suis contentée de lui répondre, d'une voix calme, presque douce. « Ce qui m'appartient, rien de plus. » Ses yeux ont vacillé, un éclat de panique, fugitif, mais réel. Je suis sortie sans ajouter un mot. 3. Bloquer. Le rendez-vous décisif chez le notaire. L'après-midi même, je suis allée chez Maître Duroy, le notaire qui connaissait notre famille depuis 40 ans. Il m'a accueilli avec un air inquiet. « Madame le maire,
J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème. Je lui ai tendu la chemise beige. Regardez, et dites-moi ce que vous voyez. Il a lu, longtemps. Son visage s'assombrissait page après page. Ce document n'a aucune validité. Mais l'intention, elle, est parfaitement claire. On a tenté de préparer un transfert de gestion sans votre consentement. Je hochai la tête. Et maintenant? Maintenant, nous allons verrouiller juridiquement tout ce qui peut vous appartenir. Personne ne pourra plus rien faire sans vous. Vous serez protégé. J'ai senti ma poitrine se relâcher, lentement, comme si on me rendait de l'air. Il ajouta, « Et si vous le souhaitez, nous pouvons rédiger un courrier formel, interdisant toute démarche concernant la maison, sans votre présence. Une sorte de barrage légal. » Je n'ai pas hésité. « Oui, faites-le. Et faites-le aujourd'hui. » Il s'exécuta immédiatement, dans un silence grave, mais rassurant. Quand je suis sorti du cabinet, le soleil déclinait, et la ville semblait se draper dans une lumière dorée. Je me suis sentie plus grande, plus droite. Non pas vengée, mais protégée. Et pour la première fois, depuis longtemps, je me suis dit, je vais gagner, sans un cri, sans un mot de trop, juste avec la vérité. Ce soir-là, je suis rentrée chez Mireille, ma pochette grise serrée contre moi. Elle m'a demandé, « Alors, ça avance ?» Je me suis assise, j'ai soufflé profondément et j'ai murmuré, « Oui, Mireille. » Et maintenant, le piège se referme. Le lendemain matin, je suis arrivée devant ma maison avec un calme presque étrange. Une sorte de sérénité froide, celle qu'on ressent quand on sait que rien, absolument rien, ne peut plus nous atteindre. Dans ma main, il y avait la pochette grise, où tout était rangé. Les documents bancaires, l'acte de propriété, la tentative de procuration, la proposition de transfert et surtout le courrier du notaire, interdisant toute démarche sans ma présence, mon armure silencieuse. Je suis entrée. Pour une fois, Sophie était dans le salon, assise droite, les bras croisés, comme si elle s'attendait à un verdict qu'elle espérait encore éviter. Alain était debout, les mains dans les poches, visiblement nerveux. « Maman, tu voulais nous voir ?» demanda-t-il, la voix un peu cassée. Je me suis assise dans le fauteuil. Mon fauteuil, celui que Jacques m'avait offert pour mes 40 ans. Celui où j'avais lu des histoires à Alain quand il était petit. Je pris mon temps, puis j'ai simplement dit « Oui, il est temps de clarifier certaines choses. » Ils se sont figés, le calme avant la vérité. Je posai la pochette grise sur la table basse, un geste simple, mais qui fit pâlir Sophie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix trop haute. Je la regardai droit dans les yeux. « Ce sont vos intentions. » Et ma réponse. Je sortis d'abord le document bancaire. Je le tournai vers eux. Une procuration déposée sans ma présence, avec une signature qui n'est pas la mienne. Alain blêmit. Sophie, elle, tenta un rire nerveux. « Oh ça, c'est une erreur. Une simple erreur. » Je posai ensuite la proposition de transfert de gestion, puis la clause indiquant la possibilité de vendre ma maison. Je parlais doucement, chaque mot posé comme une pierre. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie, une lente tentative de me retirer ce qui m'appartient et de décider de ma vie à ma place. Alain s'effondra sur une chaise. Sophie voulut s'avancer, mais je levai légèrement la main. « Ne bougez pas. Écoutez-moi seulement. » C'était la première fois que je lui parlais comme cela, comme une femme qui reprend sa chaise, son espace, son nom. La déconstruction des mensonges. « Tu te trompes, maman, » murmura Alain. Je tournai vers lui un regard d'une douceur sévère. « Non, Alan, c'est toi qui t'es trompé. Pas sur les documents. Sur moi. » Il leva les yeux, surpris. Je posai ma main sur la pochette. « Tu as pensé que j'étais faible. Tu as pensé que ton silence suivrait celui de ta femme. Tu as pensé que je ne verrais rien. Mais j'ai tout vu, depuis des mois. Et maintenant, je sais. » Sophie éclata. « Vous dramatisez. C'était juste un projet, une suggestion, pour simplifier, pour vous aider. » Je respirai profondément, puis je prononçai la phrase, qui enterra tous ces mensonges. « On n'aide pas quelqu'un bon, en changeant la serrure de sa maison. On l'efface. » Le silence tomba comme une pierre. Un silence lourd, coupant, sans appel. Le moment où le piège se referme,
J'ai sorti enfin le courrier du notaire. Je le posai devant eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Alain, déjà terrifié. Je crois que c'était la première fois qu'il voyait clairement la conséquence de ses actes. Je m'appuyai légèrement sur le dossier du fauteuil. C'est un document officiel. Il précise que toute démarche concernant la maison, ou mes biens, ou mes comptes, doit être faite en ma présence. Et seulement en ma présence. Plus rien ne peut être décidé derrière mon dos. Plus rien ne peut être signé sans moi. Plus rien ne peut être préparé sans moi. Sophie devint livide. Je continuai. Vous avez essayé de me prendre ma maison. Ce sera désormais impossible. J'ai verrouillé tout ce qui doit l'être. J'ai protégé tout ce qui devait l'être. Vous n'avez plus aucun contrôle sur rien. Alain baissa la tête dans ses mains. Sophie, elle, resta droite, mais je vis dans son regard un mélange de peur et de rage contenue. Elle comprenait ce qui se passait. Le piège qu'elle avait préparé depuis des mois venait de se refermer, mais pas sur moi, sur elle. Le renversement silencieux. Je me levai, lentement, sans trembler. Je ramassai ma pochette grise et dis d'une voix calme, presque douce. Je vais partir d'ici dans les prochains jours, volontairement. Mais je veux que vous sachiez une chose. Vous m'avez blessée, mais vous ne m'avez pas détruite. Vous avez volé une clé, mais vous n'avez pas volé ma dignité, et vous ne la volerez jamais. Alain tenta de parler, mais je levai la main comme on apaise un enfant. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous regardiez ce que vous avez fait, et que vous appreniez. C'est tout. Je tournai ensuite les yeux vers Sophie. Elle ne bougeait plus. Quant à vous, vous avez oublié une chose. Les serrures se changent. Les titres de propriété, non. Je ramassai mes affaires et marchai vers la porte. Derrière moi, personne ne prononça un mot. Le piège était fermé, et la seule qui en sortait debout, c'était moi. Je n'avais pas fait 10 pas dans le couloir, que j'ai entendu Sophie exploser. Pas un cri, pas une scène hystérique. Non, un son sec, brisé, comme un verre qu'on laisse tomber sur du carrelage froid. « C'est de ta faute !» hurla-t-elle à Alain. Je me suis arrêtée, le dos tourné, la main posée sur la rampe de l'escalier. Je n'ai jamais aimé assister à un conflit. Encore moins quand j'en suis la cause indirecte. Mais cette fois, je n'avais rien à réparer, rien à apaiser. Ce n'était plus mon rôle. C'était leur chaos, pas le mien. « De ma faute ?» répliqua Alain, la voix tremblante. « C'est toi qui as parlé au notaire dans son dos. C'est toi qui as demandé les documents. Tu m'avais dit qu'elle serait d'accord, qu'elle ne comprendrait rien, qu'on ferait ça doucement. » Une seconde de silence. Puis Sophie cria « Eh bien, elle a compris. Voilà le problème. Tu m'avais juré que ta mère était trop vieille pour gérer tout ça. » J'ai fermé les yeux. Pas de douleur, pas de rage. Juste une lucidité froide. Voilà donc ce qu'ils pensaient. Voilà ce qu'ils disaient quand je n'étais pas là. Voilà comment ils justifiaient leur manœuvre. Trop vieille pour comprendre, trop faible pour réagir. Je sentais quelque chose se dénouer en moi. Un nœud longtemps serré, être depuis des années, qui se défaisait enfin. Je suis restée immobile, écoutant sans participer. « On aurait pu avoir la maison !» lança Sophie, désespérée et furieuse. « Tu te rends compte ? On aurait pu la vendre, acheter plus grand, investir. On avait tout prévu. » J'ai senti mon cœur se serrer, mais pas de tristesse, d'un constat. Pour elle, ma maison n'était qu'un capital, un bien immobilier, une surface habitable, une opportunité. Rien d'autre. Rien de ce qu'elle représentait pour moi. 40 ans d'amour, de travail, de mémoire. « Je ne veux plus entendre ça, » répondit Alain, plus fort. J'entendais sa voix se fissurer. « C'est encore ma mère, Sophie. Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Sophie ricana. « Ah, maintenant tu te réveilles. » Puis, acide. « T'avais qu'à t'opposer avant, au lieu de hocher la tête comme un enfant. » Il n'a pas réagi. Ou plutôt, il a réagi, en silence, le silence coupant. Des hommes qui voient tout s'écrouler. J'ai descendu les escaliers, sans faire de bruit. Ils ne m'ont pas vu passer. Sophie continuait de reprocher, de tourner en rond, de chercher un coupable. Alain, lui, restait là, les bras ballants, dissous dans une confusion totale. Quand je suis arrivée au rez-de-chaussée, je me suis arrêtée devant la commode, où se trouvait la petite plaque. Maison Le Maire, 1982.
Je l'ai caressé du bout des doigts. Une douceur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis dit, la maison ne s'effondre pas. Ce sont eux. En quittant le salon, j'ai entendu un bruit sourd. Alain venait de frapper du poing sur la table. J'en peux plus, Sophie. Tu veux tout contrôler? Même ma mère. Même sa maison. Tu vas trop loin. Parce que toi, tu ne vas jamais assez loin, cracha Sophie. Tu n'as aucune colonne vertébrale. Si je ne fais rien, rien n'avance. Jamais. Leurs mots rebondissaient contre les murs, comme des pierres brûlantes. Je n'avais jamais entendu mon fils parler de cette manière, ni sa femme. Jamais. C'était comme si le masque d'un couple parfait tombait d'un coup, ne laissant apparaître qu'un champ de ruines. Et moi, pour la première fois, je n'étais plus sous les décombres. J'étais debout, à distance, dans une clarté nouvelle. Je suis entrée dans la cuisine pour prendre mes gants et mon manteau. Et là, ironiquement, un détail m'a frappé. La nouvelle serrure, brillante, froide, sans histoire. Elle n'avait pas protégé la maison. Elle avait révélé la vérité. La vérité sur eux. La vérité sur ce qu'ils voulaient. La vérité sur ce que j'avais été pour eux. Une marche, un obstacle qu'on contourne ou qu'on déplace. Mais désormais, je n'étais plus un obstacle. J'étais une limite, une frontière. Une femme qui disait non. J'ai remis mon écharpe, j'ai ouvert la porte, et l'air du dehors m'a giflé doucement, comme pour me dire « Tu es libre, sors. La maison n'est plus ton problème. Tu n'as plus rien à protéger ici. Sauf toi-même. » Je suis sortie. Je n'ai pas refermé la porte derrière moi. Ce n'était plus mon rôle. Derrière, leur voix montait encore, s'entrechoquait, se brisait. Mais elle ne m'atteignait plus. Je descendais les marches, avec une légèreté surprenante. Une pensée traversa mon esprit. Parfois, ce n'est pas la famille qui se brise. C'est le mensonge familial. Et c'est un mal nécessaire. Je marchais vers mon avenir. Eux restaient prisonniers de leur manigance. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie en vivante. Quand j'ai quitté la maison ce matin-là, le vent froid de l'hiver m'a accueillie comme une vieille amie. Je marchais lentement, la pochette grise serrée contre moi, mais je ne sentais plus le poids du monde sur mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fuyais pas quelque chose. Je me dirigeais vers quelque chose, vers moi. Je pris le bus jusqu'au centre-ville. Les rues étaient encore un peu humides de la nuit, et les vitrines commençaient à s'illuminer. Je suis entrée dans un petit café, celui où Jacques et moi allions parfois le dimanche matin, quand Alain était encore un enfant qui dormait tard. Le serveur m'a souri. « Un café crème comme d'habitude, madame ?» Je ne savais même pas que quelqu'un se souvenait. J'ai hoché la tête. Le simple fait d'être reconnue comme une cliente habituée, et non comme une mère dérangeante, m'a fait plus de bien que je ne l'aurais imaginé. Je me suis installée à une table près de la fenêtre. La lumière du matin glissait sur les verres, sur le bois ancien, et je me suis dit que je pouvais recommencer ici. Recommencer quoi exactement? Je ne savais pas encore. Mais recommencer. C'était suffisant. Après le café, je suis allée chez Mireille. Elle m'avait envoyé un message la veille au soir, simple mais essentiel. « Viens quand tu veux. » J'ai préparé la chambre. Quand elle m'a ouverte, elle m'a prise dans ses bras sans un mot. Et cela m'a suffi. Aucun discours, aucune plainte, aucun jugement. Juste une présence. Une vraie. Une qui ne veut rien prendre. Une qui n'exige rien. Une qui offre. Elle m'a installée dans sa petite chambre d'amis. Les draps sentaient la lavande. La fenêtre donnait sur des arbres nus, qui semblaient étirer leurs branches vers le ciel. « Prends ton temps, Denise. Ici, tu es tranquille. Tu peux respirer. Respirer. » C'est exactement ce que j'ai fait. Les premiers jours ont été étranges. Je me réveillais tôt, habituée au bruit de ma propre maison. Puis je me souvenais, je n'étais plus là-bas. Je n'avais plus à tendre l'oreille. Plus à craindre une remarque, une intrusion, un jugement marquant la journée dès le matin. Je me levais, je préparais du thé, et je m'asseyais dans la cuisine ensoleillée de Mireille. Elle me laissait mes silences, comme d'autres laissent de l'espace aux fleurs. Un matin, elle m'a demandé doucement « Alors, comment tu te sens ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Légère, tristement légère, mais libre. Elle m'a souri. Un sourire qui disait « Tu n'es pas seule.
Je me suis mise à marcher. Beaucoup. Pendant des heures, comme si mes jambes avaient besoin de réapprendre ce que signifiait avancer pour soi-même. Je traversais des quartiers que je ne connaissais pas. Je m'arrêtais devant des librairies. Je lisais les titres des romans, comme on lit les promesses d'une autre vie. Je me suis même acheté un livre de poésie, le premier en 10 ans. Les mots m'ont fait un bien étrange. Ils me rappelaient que l'on peut toujours réinventer son cœur à n'importe quel âge. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Alain. Un message court, presque fragile. « Maman, je suis désolée. S'il te plaît, peux-tu me parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas réagir depuis la blessure. Je voulais répondre depuis la paix. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, assis sous l'arbre du parc, que j'ai écrit « Je vais bien. Je prends du temps pour moi. On parlera quand je serai prête. » Pas avant. Je n'ai pas ajouté un mot. Pas un reproche. Pas un rappel. Pas une blessure. La dignité ne tient pas de longs discours. Il a répondu « Je comprends. Je suis là quand tu voudras. Je t'aime. » J'ai posé le téléphone sur le banc et j'ai regardé les oiseaux qui picoraient le sol. Des créatures simples, libres, sans rien à protéger, sauf elles-mêmes. Et j'ai pensé « Moi aussi, maintenant, je me protège. » Les jours ont continué ainsi. Des cafés, des lectures, des promenades, des discussions tranquilles avec Mireille, des soirées où nous regardions un film, sans que personne ne fasse de commentaires blessants. Petit à petit, je me reconstruisais, pas en reprenant ce que j'avais perdu, mais en créant ce que je n'avais jamais eu. Une vie où je suis centrale, non pas périphérique. Une vie où ma voix compte, même si je parle doucement. Une vie où je n'ai plus à m'excuser d'exister. Un soir, en refermant mon carnet noir, j'ai compris quelque chose de simple, et pourtant essentiel. On peut perdre une maison, on peut perdre un fils, on peut même perdre une partie de soi. Mais tant qu'il nous reste du souffle, on peut reconstruire, différemment, plus lentement, mais plus vrai. Et cette vérité-là, c'était déjà un début qui avait le goût calme, d'une renaissance tardive. Il y a un moment, dans la vie, où l'on cesse de chercher des réponses, dans la bouche des autres, et où l'on commence enfin à écouter ses propres silences. C'est ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Je pensais qu'en quittant ma maison, je perdrais mes racines. Je pensais que la solitude serait lourde, qu'elle me collerait à la peau comme une nuit sans fin. Mais ce fut l'inverse. La solitude m'a allégée. Elle m'a rendue à moi-même. Elle a retiré de mes épaules les mains qui m'éteignaient lentement. Chaque matin, en me réveillant chez Mireille, j'ai découvert une Denise que j'avais oubliée. Paisible, patiente, curieuse, capable de sourire à une journée, sans la craindre. Il y a des renaissances tardives, qui valent toutes les jeunesses du monde. Un matin, en marchant près du lac, j'ai observé l'eau immobile, comme un miroir posé à plat devant le ciel. Je me suis penchée, et mon reflet est apparu. Les cheveux argentés, la peau marquée par les années, mais un regard que je ne me souvenais plus avoir. Un regard droit, un regard vivant, un regard sans peur. Je me suis dit à moi-même, hésitante d'abord, puis sûre. Tu n'es pas faible. Tu n'as jamais été faible. On t'a juste fait croire que ta douceur était une faiblesse. Et j'ai souri à la femme dans l'eau, pas par vanité, par reconnaissance. Elle avait tenu le coup. Elle avait traversé l'orage. Elle n'avait pas hurlé. Elle n'avait pas frappé. Elle n'avait pas cherché à détruire. Elle avait choisi la voie la plus difficile, celle de se sauver elle-même. Un après-midi, Alain m'a appelé. Il ne pleurait pas, mais sa voix avait cette fragilité que seuls les adultes perdus laissent filtrer. Quand ils reviennent vers leur mère. « Maman, j'aimerais te voir. Pas pour parler de la maison, pour te voir. Tu me manques. » J'ai fermé les yeux. Longtemps. Autrefois, une telle phrase m'aurait brisé, aurait réveillé en moi une urgence de pardonner, de courir, de réparer. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai senti une maturité nouvelle, ancrée profondément. Je lui ai répondu d'une voix douce. Pas encore, Alain. Mais un jour, oui. Pas dans la précipitation. Pas dans la peur. Nous nous reverrons, le jour où chacun saura rester à sa place, sans prendre celle de l'autre. Il a murmuré. Je comprends. Je t'attendrai. Et ce fut tout.
Pas de drame, pas de supplication. Juste une vérité simple. La relation allait devoir se reconstruire. Sans domination, sans contrôle, sans simplification. C'était le prix de notre nouvelle histoire. J'ai continué ma vie. Simple, douce, rythmée par les choses essentielles. Lire le journal, préparer un potage, marcher au marché, écouter la pluie taper contre la fenêtre, sans redouter qu'on me reproche de ne rien faire d'utile. J'ai retrouvé la saveur de la liberté. Une liberté sans drapeau, sans victoire théâtrale, sans triomphe humiliant pour personne. Une liberté silencieuse. Une liberté qui ne dépendait ni d'une maison, ni d'une clé, ni d'un fils, ni d'une belle-fille. Une liberté qui dépendait de ma capacité à dire « Non, ceci est ma limite. Vous ne la franchirez plus. » Un soir, j'étais assise au salon de Mireille. Elle lisait. Je cousais un ourlet. Le calme emplissait la pièce, un calme si parfait qu'il ressemblait presque à un refuge. Alors j'ai compris quelque chose d'immense. La paix n'est pas un endroit. C'est un choix. Ce n'est pas la maison qu'on m'avait volée un instant, qui me donnait la sécurité. C'était ma capacité à me retirer, avant qu'on ne m'efface. C'était ma capacité à protéger mes droits, sans hausser la voix. C'était ma capacité à rester entière, quand on avait tenté de me réduire. La maison, avec ses murs, ses souvenirs, ses fleurs, n'avait jamais été l'essentiel. L'essentiel, c'était la femme qui l'avait tenue debout. Et cette femme, c'était moi. Aujourd'hui, je ne vis plus dans la peur qu'on me dépossède. Je ne vis plus pour être utile. Je ne vis plus pour satisfaire. Je vis pour exister, simplement, pleinement, à ma manière, et parce que j'ai choisi le silence, plutôt que le combat bruyant, parce que j'ai choisi la loi, plutôt que la vengeance, parce que j'ai choisi la dignité, plutôt que la scène, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, la paix. Une paix solide, profonde, irréversible. Et en regardant par la fenêtre ce soir-là, le cœur entièrement calmé, je me suis dit, presque en souriant, le silence peut aussi être une forme de justice.